Comment ça marche ça? Donc pour cette intervention, je voudrais vous parler, je voudrais revenir sur l'expérience qui a été la réalisation d'un plan relief de grande envergure comme partie centrale de l'installation qui a représenté le Liban à la Biennale d'architecture de Venise en 2018. Dans cette exposition, il s'agissait de mettre en lumière une réalité urbaine beaucoup décriée, mais peu représentée, l'étalement urbain de la ville de Beyrouth dans son arrière-pays. Derrière ce constat a priori sombre d'un territoire maltraité par le marché immobilier, se tenait l'ambition qu'un inventaire... Je voudrais rapprocher cette chose un peu. Non, je voudrais le rapprocher par là, si c'est possible. Voilà. Oui. Donc se tenait l'ambition qu'un inventaire géographique précis pourrait permettre de dégager des raisons d'espérer, de rendre intelligibles quelques pans des transformations observées et contribuer aux représentations de ce qui pourrait ressembler à un nouveau paradigme. Donc beaucoup de conditionnels. Mais la création de cet objet singulier, une maquette en bois de 14 mètres carrés, allait au-delà de l'entreprise scientifique. L'installation était sans doute une manière de convoquer la matérialité du pays, de fixer un monde qui se dérobe, de rappeler la relation concrète qui lie l'homme à la terre, ce que Éric Dardel appelait dans son ouvrage de 1952 « L'homme et la terre », la géographicité de l'homme, comme mode de son existence et de son destin. Et il écrit, pour définir la géographie n'est pas en son principe une connaissance, l'espace géographique n'est pas un espace en blanc à remplir ensuite par coloriage. La science géographique présuppose que le monde soit compris géographiquement. D'accord. Donc la science géographique présuppose que le monde soit compris géographiquement, que l'homme se sente et se sache lié à la terre comme être appelé à se réaliser en sa condition terrestre. La maquette est donc pensée comme un outil pour réveiller l'inquiétude géographique. Car, et pour citer Dardel à nouveau, la réalité géographique exige une adhésion si totale du sujet, à travers sa vie affective, son corps, ses habitudes, qu'il lui arrive de l'oublier comme il peut oublier sa propre vie organique. Elle vit pourtant cachée et prête à se réveiller. L'éloignement, l'exil, l'invasion tirent l'environnement de l'oubli et le font apparaître sous le mode de la privation, de la souffrance ou de la tendresse. L'événement traumatique ici n'est ni l'éloignement ni l'exil, mais l'urbanisation spectaculaire et brutale de la montagne. L'objectif du travail était donc de reconnaître et d'admettre définitivement cette réalité. Le verbe reconnaître allant au-delà de la simple connaissance, il signifie en même temps connaître et admettre, ce qui en anglais se résume par le beau verbe de to acknowledge. Bien plus qu'un constat ou un état des lieux, c'est une acceptation, car il s'agit bien d'accepter cette nouvelle donne afin de se libérer de l'image mythique d'un pays disparu, une image envahissante qui empêche de projeter la ville de demain. Enfin, il s'agissait surtout d'explorer les qualités éventuelles de cette forme urbaine et son habitabilité. Cette finalité reposait sur l'intuition que l'horizon ne pouvait être que généreux, mais pour y accéder, il fallait d'abord regarder à nos pieds. Si nous discutons aujourd'hui de la filiation de l'inventaire à l'invention, c'est que l'inventaire est peut-être la dernière manière qui nous reste pour inventer. Nos yeux, fatigués d'avoir trop fixé l'horizon de la modernité, ont besoin de se reposer, de se retourner vers la terre. Du projet moderne et de sa succession de catastrophes environnementales, il ne nous reste plus que le seul espoir du monde meilleur. L'inventaire n'est-il pas une manière d'avancer vers le progrès en regardant en arrière, en regardant vers le passé? En quoi alors serions-nous différents de l'ange de l'histoire de Benjamin, celui-là dont la tempête s'est prise dans les ailes? Eh bien, en ce que nous sommes précisément au lendemain de la tempête, au jour d'après. Plus aucune brise ne souffle aux alentours, la tempête progresse et tue, laissant derrière elle des décombres, mais cette fois, l'ange a le temps de s'attarder, plus aucun vent ne l'emporte, il n'y a plus ni paradis ni avenir, il peut désormais essayer
de rassembler ce qui a été démembré. L'exposition s'intitule « The Place That Remains » et donc il s'agissait pour nous d'accommoder les restes du pays. Pour convoquer le pays, nous avons utilisé le plan relief, une forme de cartographie ancienne et quelque peu archaïque, mais particulièrement adaptée à la représentation de la topographie qui, au Mont-Liban, est un acteur majeur. À une époque où la géographie sans complexe servait d'abord à faire la guerre, donc pour citer Yves Lacoste, les plans reliefs étaient des armes stratégiques autant que jouets de prince et objets de prestige. Ils étaient destinés à mettre en relief la topographie des villes et des places fortes afin de projeter les moyens de les défendre. La plus belle collection qui nous reste est sans doute celle initiée par Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV. L'armée française en a produit des centaines qui s'entassaient dans les combles des Invalides, mais faute de place et jugés inutiles, certains plans reliefs comme celui de Montréal ou de Québec ont été détruits à la fin du XIXe siècle. Donc ça, c'est pour vous taquiner. La destruction des plans des villes perdues laisse penser qu'à cette époque, ces jouets de princes n'avaient pas encore acquis pleinement leur statut de bien culturel. Pourtant, très tôt, ce mode de représentation a été adopté pour décrire les paysages de montagne. Les plus anciens plans reliefs conservés seraient celui représentant le centre de la Suisse au XVIIIe siècle par Franz Ludwig Pfeiffer. Il s'étalait sur 26 mètres carrés et représentait à l'échelle du 11 500e la région de Lucerne. Si le plus vieux plan relief est l'œuvre d'un militaire à la retraite, le plus grand aussi, le grand plan relief polonais de l'Écosse, a été construit dans un parc des Marches écossaises à l'initiative de vétérans de l'armée polonaise. Il représente le territoire qu'ils ont défendu pendant la Seconde Guerre, l'Écosse, et qui est devenu leur pays. Ce plan relief de l'Écosse n'a plus rien d'une arme de guerre ni d'un lever scientifique. C'est plus une folie de jardin, un monument qui commémore leur épopée, un hommage rendu par les Polonais à l'Écosse. Il témoigne du lien affectif qui les lie à l'île et c'est dans ce sens-là que les plans reliefs nous intéressent aujourd'hui. Ces plans reliefs en cire ou en béton sont peints, ciselés, y sont exprimés les forêts, les villes, les ponts, les glaciers. Ils représentent des territoires, semble-t-il, immuables et dont les modifications sont très lentes. Le plan des Alpes a nécessité 24 ans de travail, celui de l'Écosse 6 étés consécutifs. Le plan de la vallée de Beyrouth, réalisé pour le pavillon libanais, a été gravé en 6 semaines, entre février et mars 2018, dans du contreplaqué de bouleau, car la topographie du Liban est modifiée plus vite qu'il n'en faut à un robot pour la graver dans du bois. Il n'a pas non plus été peint, car le temps du territoire contemporain ne permet plus d'en fixer les contours. La maquette est pensée comme une matrice où la topographie reçoit par projection les différentes couches de l'information géographique. Celles-ci sont virtuelles, interchangeables. La technique de projection permet, comme dans une analyse cartographique classique, de combiner les cartes et de montrer leur corrélation et leur rapport à la topographie. Les couches utilisées ont été extraites des fonds de cartes du 20 millième de l'armée libanaise mise à jour en 2015 et comparées avec les premières cartes de la même série imprimées en 1963. Sur ces cartes, tout bouge, la ville, les routes, la forêt, la topographie. Seule la géologie reste immuable, elle représente le dernier monument. L'installation met donc en scène, à travers la maquette, l'idée du territoire comme dernier monument et la géographie comme arme ultime pour le défendre. La carte de la géologie est donc la seule qui ne soit pas issue des cartes de l'armée. Elle rappelle que nous ne sommes pas forcément encore entrés dans l'Anthropocène, que la géomorphologie puissante de la montagne fabriquée le long de milliards d'années fait du territoire un monument au sens d'une œuvre extrêmement ancienne. Les paysages du Liban lui doivent, bien plus qu'aux hommes qu'ils ont abrité, une grande partie de leur attractivité et de leur aménité dans le sens de ce qui est agréable sans être appropriable ni qualifiable en termes de valeur monétaire. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'une des premières occurrences du mot aménité en langue française a été faite pour la description du Liban. C'est une traduction d'un pèlerinage, d'un pèlerinage à Jérusalem en 1488, où on lit les cèdres du Liban. Par la bonne odeur chasse tout venin, tant que bête venimeuse, reptile, là, ne saurait vivre.
C'est un monde de beauté, d'aménité, les cèdres très beaux et autres arbres verdoyants en grande multitude et merveilleuse prospérité, des herbes à continuelle viridité, etc., etc. Donc, voilà. Mais avant de dérouler le contenu de l'installation, je voudrais m'arrêter au choix du cadre. Il s'agissait donc pour l'exposition de Venise d'apporter un morceau de pays, une partie significative de ce territoire de montagne. J'ai choisi donc de montrer un bassin versant, celui d'un petit cours d'eau saisonnier, la rivière de Beyrouth. Alors que les plans reliefs auxquels nous faisions référence représentaient des places fortes ou des montagnes, celui qui a été créé pour le Liban se concentre plutôt sur un espace en creux, une vallée, le massif du mont Liban, et en particulier donc le massif du Mont Liban et en particulier son versant occidental, pouvant se lire comme la juxtaposition de plusieurs bassins versants. Représenter le pays en creux n'est pas courant au Liban où l'occupation de la montagne, au moins en moyenne montagne, s'est fait plutôt sur la ligne de crête. Il est difficile de saisir les petites vallées comme des milieux de vie. Ce sont des espaces souvent profondément encaissés, des canyons aux pentes abruptes. C'est en altitude que les vallées s'ouvrent et s'épanouissent et deviennent véritablement des milieux de vie. Mais l'identification des vallées à des bassins de vie remonte aux géographes du 19e siècle, dont Élisée Reclus, aux travaux de Patrick Guedes et de sa fameuse Valley Section, aujourd'hui relayée par le biorégionalisme. Bien que la vallée de la rivière de Beyrouth n'ait pas vraiment la dimension d'un bassin fluvial, son destin est très proche de celui du petit cours d'eau qu'Élisée Reclus décrit dans l'histoire d'un ruisseau. La première carte qui s'ouvre sur le réseau hydrographique comme représentation du bien commun l'aurait sans doute intéressé. Elle montre le territoire pris dans les filets d'une logique implacable, celle de l'eau et de sa gravité. Cette logique est d'autant plus difficile à saisir que ces cours d'eau sont tous intermittents. Beaucoup ne vivent pas plus longtemps que le temps d'une journée d'orage. Cette rame sous-jacente est un espace public du point de vue de son statut foncier puisque les cours d'eau sont domaine public et se transforment souvent pendant la saison sèche en chemin de traverse. Cette rame est aussi espace public car l'eau est la plus belle représentation du bien commun et sa continuité la garantie de la vitalité d'un territoire. Elle est même un monument à en croire l'œuvre récente créée à Tripoli en 2018 par l'artiste mexicain Jorge Méndez Blake dans une lettre imaginaire écrite à Thomas More, le voyageur qui revisiterait Utopie lui écrit: The particularity of this small city is the way they understand monuments and cultural heritage. Water is considered as the only monument. If you see a fountain or one of the dozen canals, the stone or marble used in the construction is considered to be only the container. The liquid is the real monument which exists since ancient times. Le premier registre qui permet de révéler l'inquiétude géographique à travers la scénographie est aussi l'échelle de la maquette. Elle permet de saisir d'un seul coup d'œil le territoire, mais pas dans les anfractuosités de la topographie. Pour saisir le détail, il faut parcourir la maquette, se retourner. Le cours d'eau mesure 7 pas. Quand on se penche d'un côté, on ne peut atteindre l'autre. La maquette peut être touchée, le bois caressé. La dimension de la maquette montre aussi, dans la carte suivante, l'échelle de la nouvelle ville. Dans un très grand désordre généré par le marché de la spéculation immobilière, la ville s'étend de manière indifférente sur les terres agricoles ou la forêt, partout à l'abandon. Pourtant, dans cette ville diffuse, la qualité du paysage reste le moteur. Les vues imprenables sont la garantie des opérations immobilières réussies. La proximité de la nature crée partout des conditions d'habitabilité surprenantes. Une autre relation à la nature reste à inventer. Et de nouvelles manières d'habiter. Au cœur de cette ville, de nouveaux écosystèmes émergent. Les collines pierreuses se repeuplent d'une végétation désordonnée. De nouvelles opportunités s'ouvrent à une population qui en cherche l'usage, sans code ni normes de conduite. Au cœur de la vallée, la grande forêt de pins est le principal espace de loisirs en plein air des Beyrouthins. Il y a là une chance à saisir. Ces vides indéfinis sont à qualifier pour restructurer et redonner épaisseur à la vie des habitants.
Pour mettre cette réalité en relief, des photos de 1956 ont été projetées sur la maquette. Elles montrent des paysages loin d'être idylliques, une terre fatiguée, pelée, surexploitée depuis des millénaires, faisant face sans défense aux assauts de la modernisation. La déprise agricole date d'un siècle, mais elle est peut-être une chance à saisir afin de renouveler les sols, d'imaginer une nouvelle nature. Occupation ancienne et surexploitation se voient clairement sur la carte des chemins denses et hiérarchisés. Elle irrigue déjà en 1956 tous les confins du territoire. Cette structure est une des conditions de son habitabilité. Dans un pays qui manque cruellement d'espace public, le réseau des routes en est un réservoir, mais la porosité est une arme à double tranchant. Les routes sont hélas avant tout des vecteurs d'urbanisation. Elles peuvent et doivent pourtant s'ouvrir à de nouveaux usages. La superposition du réseau des routes et de l'eau offre une armature crédible pour fonder une nouvelle structure publique pour la ville qui reste à penser. Mais dans cette ville, les établissements d'aujourd'hui s'intercalent avec de grandes plages, aujourd'hui indéfinies, que nous avons appelées the place that remains, la place qui reste et qui est rouge dans la carte que vous voyez. Ces espaces laissés blancs dans les cartes traditionnelles, faute de définition précise, sont aujourd'hui les lieux de multiples possibles. La mise en lumière de ces espaces est en même temps un constat alarmant, illustrant l'état d'abandon et de déshérence du territoire, mais d'un autre côté, elles disent aussi toutes les raisons d'espérer et l'étendue magnifique de la constellation des possibles. Cet inventaire qualifie donc les espaces bien mieux que par leur usage, par leur qualité de liberté et de versatilité. Car inventer la ville, ce n'est pas choisir son projet, c'est dans un monde imprévisible dégager les horizons du possible. Dans une dernière carte, les routes et les espaces construits sont illustrés en vermillon, les cultures et les forêts sont en jaune, alors que la place qui reste prend la couleur de l'espoir, le vert qui dit de manière candide tout ce qu'on aimerait voir refleurir, reprendre sens, reprendre vie. Ce travail d'inventaire débouche-t-il sur un projet ? Il a illustré les ressources à préserver, l'eau et le monument géologique, la puissance d'un nouveau phénomène urbain qui doit réinventer son rapport à la nature, des armatures pour le construire, les routes et les chemins de l'eau, une énergie qui l'anime, le vide qui souffle de la forêt, et enfin les plages du possible, les étendues qui restent à imaginer. Dans une société livrée à la spéculation immobilière, où la terre n'est plus qu'une marchandise, il faut définir un projet politique. La notion du territoire fait forcément appel à ceux qui le possèdent. L'imaginaire ne peut être que politique. L'installation est un outil de sensibilisation. Elle appelle à réveiller notre inquiétude géographique, notre géographicité. Dans un récent et petit ouvrage, le philosophe Bruno Latour parle de ce qu'il appelle la généralisation de la crise migratoire, conséquence de la crise écologique, et il écrit « Aux migrants venus de l'extérieur qui doivent traverser les frontières au prix d'immenses tragédies pour quitter leur pays, il faut dorénavant ajouter ces migrants de l'intérieur qui subissent en restant sur place le drame de se voir quittés par leur pays. » Et il parle d'une épreuve commune à tous, l'épreuve de se voir privés de terre. L'outil dont je vous ai parlé aujourd'hui est sans doute une manière intuitive, émotive de conjurer cette perte, de convoquer ce pays à travers sa représentation. Cette émotion est pour moi la meilleure manière de comprendre et d'interpréter le sens de cette installation. Voilà, merci. J'ai gagné une minute. Merci, Ala. Est-ce que quelqu'un a posé une question à Ala, en anglais ou en anglais? En anglais. En français, je vais dire. D'abord, merci. En fait, je vous renvoie tout simplement à la question que vous m'avez posée hier, quand vous m'avez demandé pourquoi ce qui reste. Moi, je parlais de ce qui reste à construire. Vous avez dit ce qui reste à imaginer ou à inventer. Donc, ce qui reste. Je vous pose la même question que vous m'avez pas. Pourquoi? Forcément, si ça m'a interpellée hier, c'est parce que je baignais dedans. Donc, pourquoi ce qui reste? Eh bien, parce que ce sont les plages qui peuvent encore porter de l'espoir, parce que forcément, Carole me taquine tout le temps là-dessus. Nous, les Arabes, nous sommes des gens pessimistes.
Donc nous passons notre temps à nous plaindre, à râler. Et donc nous voyons ce qui arrive dans notre pays, enfin tout ce qui est projeté, tout ce qui est construit comme... alors, j'utilise un mot, je ne sais pas si j'en ai parlé parce que j'ai parlé tellement vite, de cette métaphore d'André Corboz, le grimoire des sols ou le palimpseste, où il dit que quand on gratte trop fort, eh bien, quand on gratte trop fort le grimoire des sols, on annihile la possibilité du territoire d'enregistrer de la mémoire, d'enregistrer des choses, et donc on le tue, on crée du désert. Et donc en fait, c'est ma façon de voir un peu pessimiste, c'est de voir dans tout ce qui est construit comme l'œuvre du désert, et donc ce qui reste, ou le terrain vague, ou ce qui n'est pas bâti, ou comme les lieux de l'espoir. Donc c'est pour ça qu'il m'intéresse comme étant des lieux de l'espoir. Merci beaucoup. C'était vraiment fascinant, c'est-à-dire c'est très très beau et je vous félicite vraiment pour ce travail. J'ai pas des questions vraiment, mais j'ai un petit commentaire que je trouve ça extraordinaire, ce travail dans la dimension finalement de sa sensibilité qui est figurée, parce que vous travaillez complètement en dehors quand même de la figuration du réel, c'est-à-dire vous figurez le réel par une convention, enfin hors convention, puisque tout ce que vous faites est complètement original, mais on arrive à y saisir ce réel dont vous parlez, et c'est assez extraordinaire, je trouve. Merci. Et chaque carte est différente en plus. Merci. Je ne sais pas si je dois répondre. Recevoir les compliments, c'est très touchant. En fait, c'est un peu c'était un peu le pari d'arriver à connecter avec ce territoire, à travers cet objet. C'est un peu la force de la représentation en réalité. Voilà. Oui, Jean-Maxime. Merci pour cette présentation qui était absolument aussi intrigante sur cette question-là extrêmement vaste, j'imagine, des montagnes au Liban. On n'est pas en Suisse non plus. Les Suisses auraient certainement toutes sortes de représentations extrêmement sophistiquées aussi, disons, des montagnes, puis en fait de la gestion de ces territoires-là. Puis au Liban, bien évidemment, il y a une fragmentation évidente dans ce que vous décrivez sur ces questions-là de la spéculation. Comment est-ce que vous pensez faire circuler ce travail-là au Liban même? Est-ce que ça peut devenir comme un véhicule, disons, de discussion avec à la fois les sphères politiques, avec des communautés en place qui sont touchées directement par des zones, etc. Est-ce que la maquette pourrait circuler carrément pour justement mettre en abîme un peu ce qui est en train de se vivre, j'imagine, en accéléré au Liban, disons, d'essayer de fédérer quelque chose autour de ça? Mais en fait, c'était un peu l'objet de départ de ce travail. En fait, c'était le fait de dire, en fait, ce qui fait que... Parce que ce territoire dont je parle, c'est un territoire sur lequel il y a eu des études plein les tiroirs des ministères. Donc, c'est pas faute de planification ou faute de tentative de préservation, mais c'est l'idée que toutes ces politiques ne sont pas mises en œuvre parce que le public n'a pas conscience, a perdu cette géographicité, parce que nous ne sommes plus des paysans, nous ne plantons plus, nous ne savons plus d'où vient l'eau, donc c'était de dire les gens ne sont pas conscients de leurs intérêts parce qu'ils n'ont plus de représentation du territoire, et donc allons tout benoîtement leur offrir une maquette pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit, et que comme ça, ça leur communiquera cette connaissance, et donc forcément il y a cette ambition. Mais il y a un autre parallèle avec la Suisse. À part les paysages des montagnes, donc toute proportion gardée, le mont Liban, c'est pas les Alpes, mais c'est quand même une vraie montagne. Mais la comparaison intéressante, c'est la densité d'occupation du territoire, la densité ancienne, et le fait que le Liban puisse être pensé comme la Suisse pour Jean-Jacques Rousseau, quand il explique
expliqué que la Suisse était comme une grande ville où chaque bourg était un quartier. Et donc cette image cette métaphore de la ville diffuse, qui est une vision positive qui a été mise en place et défendue entre autres par Secchi et Vigano, c'est une façon de voir cette forme d'urbanisation de manière positive comme quelque chose qui peut créer des conditions d'habitabilité intéressantes. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'appliquer à la topographie du Liban, parce que en fait, ce concept a été fait pour le Veneto ou pour des endroits complètement plats. Et ce qui était intéressant de constater à travers la carte des routes, c'est que cette ville diffuse, elle existe au Liban et elle correspond un peu à ce que les gens aussi ont en tête, parce qu'ils ont envie d'être dans leur village d'origine ou dans leur bourg qui est à 1200 d'altitude, et de se sentir en ville et de se sentir complètement urbain. Et donc oui, effectivement, donc l'idée c'est de faire tourner cette maquette et de communiquer cette vision de cette ville nouvelle et de l'embrasser complètement, quoi, d'arrêter de penser qu'on est dans son petit village à la montagne, il n'y a plus de village. Un peu comme une méga région urbanisée, là, au même titre que c'est ce que la Suisse promote. Pardon, Au même titre que, c'est-à-dire une méga région urbanisée, au même titre que les Pays-Bas. C'est pas les Pays. Oui. Là, on est loin des Pays-Bas, mais je veux dire, la Suisse traite comme ça. Puis je pense que cette condition-là de plus, disons, un peu plus réaliste, en tout cas. Non. Ouais. Oui, parce que la Suisse, les Flandres et le Veneto sont des endroits où cette ville a été décrite, en fait. I just would like to add a comment to that. Is it okay if I do it in English? I'd rather. Of course. I think there's something really interesting about language in the terms of the positive nature of those little villages making together a city, because I would think that in the Mediterranean or in the continent of Europe, normally the idea of city is a very positive one, whereas in the islands of Ireland and Britain, it's not such a positive one. So all those discourses of the Randstad in the Netherlands and the Ruhrgebiet in Germany, or the things that you're talking about in Switzerland, they're a really positive image. Whereas if you translate that to the islands, people would get really puzzled, I think. You mean the village is not something positive in your country? No, the city. The city. It's not my country. I say this as an outsider in Ireland, where there's the tiny village is really kind of glorified as the best version of kind of small urban living. But in fact, in this work, it's also claiming or reclaiming the fact that the mountain is an urban place, because in fact, in Lebanon, when we look at the urban history of Beirut, it's a very recent city. It came. Of course, it has a very ancient history, but the modern Beirut emerged in the middle of the 19th century. And during the centuries before, the mountain was the place of the power of the emirs, and the political power was in the mountain. So it's a way to reclaim the mountain as the city. Merci beaucoup, Alain.